Monseigneur, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, meneer de minister, Monsieur le Secrétaire d'État, chers collègues, waarde collega's, dames en heren, mesdames, messieurs. Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme au Palais de Chaillot à Paris. Le Sénat a voulu souligner l'importance de cet anniversaire par l'organisation de cette manifestation spéciale réunissant des responsables politiques, ministres, sénateurs, députés, experts, citoyens actifs dans le domaine des droits de l'homme ou appelés de par leur rôle éducatif à promouvoir la connaissance et l'application de la déclaration. Je suis particulièrement reconnaissant à Son Altesse royale le Prince Philippe, qui a bien voulu soutenir par sa présence les efforts de tous ceux qui aspirent à la pleine réalisation des objectifs de ce texte fondateur et fondamental. La Déclaration universelle des droits de l'homme fut la première affirmation mondiale de la dignité et de l'égalité inhérente de tous les êtres humains, même si l'ONU ne comptait que 58 États membres au moment où elle fut adoptée. Bien sûr, l'idée selon laquelle toute personne possède des droits inaliénables liés à la qualité d'être humain et qui doivent dès lors être respectés dans toute société et par tout pouvoir est beaucoup plus ancienne. La philosophie du siècle des Lumières et les philosophes du siècle des Lumières ont joué un rôle important dans le développement de cette idée, qui fait d'ailleurs partie de ce que l'on considère généralement comme l'héritage des Lumières. La proclamation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pendant la Révolution française en 1789 a été une étape cruciale dans la diffusion de cette pensée. Die verklaring was een reactie op de onrechtvaardigheden van het Ancien Régime. Zo ook leefde kort na de Tweede Wereldoorlog bij de internationale gemeenschap een enorme verontwaardiging over de wreedheden en de barbaarsheid waartoe de miskenning van en de minachting voor de mensenrechten tijdens dit conflict hadden geleid. Dat resulteerde enerzijds in de oprichting van een instrument voor vredeshandhaving, de UNO, en anderzijds in de bekrachtiging van de absolute voorrang van de mensenrechten door middel van een inventaris van deze rechten, die veel ruimer was dan die van de verklaring van 1789. De heer Bossuit zal ons straks een uiteenzetting geven over het historisch en theoretisch kader van de universele verklaring. Ik wil hierover enkel zeggen dat het doen aanvaarden van de universele aard van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden mijns inziens een van de belangrijkste verworvenheden van de verklaring is. De westerse oorsprong van het begrip raakt niet aan zijn universele geldigheid. Die universele aard werd in 1948 al betwist, zoals blijkt uit de memoires van Eleanor Roosevelt, de voorzitster van het redactiecomité van de verklaring. Dit debat is nu opnieuw actueel vanwege de toenemende tendens om zich te beroepen op culturele eigenheden. Om tegen die trend in te gaan en de verworvenheden van de universele verklaring te beschermen, moet men voortdurend trachten iedereen te overtuigen door middel van een open en respectvolle dialoog tussen de culturen. Deze 60ste verjaardag van de verklaring is een gelegenheid om stil te staan bij de reeds behaalde resultaten en de uitdagingen die we nog moeten aangaan. De balans is verdeeld. Ik geloof dat iedereen het erover eens is dat er opvallende vooruitgang is geboekt op normatief en institutioneel gebied,
door de oprichting van een grootschalig internationaal stelsel ter bescherming en bevordering van de mensenrechten, zonder nog te spreken over regionale instrumenten zoals het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Dat positieve resultaat bewijst het nut van de Verenigde Naties tegenover degenen die daaraan zouden twijfelen. Er is een reeks mondiale verdragen in werking getreden om de beginselen van de verklaring te verduidelijken en uit te voeren. De belangrijkste hebben betrekking tot de burgerrechten en de politieke rechten, de economische, sociale en culturele rechten, de strijd tegen rassendiscriminatie, de strijd tegen discriminatie van vrouwen, de strijd tegen foltering, de rechten van het kind, de rechten van personen met een handicap, de rechten van migrantenwerkers en hun familieleden. België is partij bij al deze verdragen, behalve het verdrag met betrekking tot de migrantenwerkers en bij verschillende facultatieve protocollen ter zake. Le professeur Herjek nous parlera plus en détail de ces prolongements juridiques de la déclaration. Je veux seulement attirer votre attention sur un aspect particulier des 8 traités que je viens de citer, à savoir le mécanisme de supervision qui a été mis en place pour chacun d'eux. En effet, chacun de ces traités a institué un comité du suivi indépendant, appelé organe conventionnel, auquel les États parties doivent régulièrement faire rapport sur leur mise en œuvre du traité et qui fait des recommandations pour aider ces États à faire évoluer leur politique et leur législation. Les parlements sont jusqu'à présent peu impliqués dans ce mécanisme de suivi. Ils ne participent guère à l'établissement des rapports de leur pays, ni au suivi des recommandations qui sont faites à leur pays. Notre Parlement ne fait pas exception. Et c'est tout de même étonnant au vu du fait que nous parlons ici du respect de droits de personnes. En tant que représentants élus de la population de leur pays, les parlementaires ne devraient pas rester absents de ce débat, me semble-t-il. Je vois ici une tâche pour les commissions de notre Sénat. Elles pourraient s'investir davantage dans le mécanisme de suivi que je viens de décrire, en discutant avec le ministre compétent de nos rapports périodiques introduits dans le cadre des conventions et des observations qui nous sont faites par les organes conventionnels. Ce serait un résultat tangible de notre commémoration d'aujourd'hui. Les instruments internationaux que je viens de mentionner ne constituent pas le seul apport des Nations unies. Il y a aussi les traités qui visent à réprimer les violations les plus graves des droits de l'homme, notamment la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dont l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le texte pratiquement au même moment que la Déclaration universelle, soit le 9 décembre 1948. Un grand pas en avant dans ce domaine a été la création, il y a 10 ans, de la Cour pénale internationale. Par contre, le bilan de l'action entreprise par les Nations unies pour arrêter sur le terrain les violations massives des droits de l'homme est jusqu'à présent décevant. Même si on peut espérer que le nouveau concept de la responsabilité de protéger permettra aux Nations unies d'agir de manière plus efficace, ce concept que les pays membres des Nations unies ont entériné dans la déclaration de leur sommet de 2005 devrait remplacer la notion beaucoup plus contestée de droit d'ingérence. Le drame du génocide au Rwanda a été le catalyseur pour le faire adopter par la communauté internationale, mais la volonté de l'appliquer dans des situations concrètes est beaucoup moins grande, comme on a pu le constater à propos de la crise du Darfour et aujourd'hui même à propos de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Uit die voorbeelden blijkt dat de uitvoering van de verklaring van de rechten van de mens een enorme uitdaging blijft. Op diverse plaatsen in de wereld worden de meest elementaire mensenrechten flagrant en op grote schaal geschonden. Zelfs in landen die in vrede leven en waar de rechtsstaat over het algemeen wordt geëerbiedigd, blijft er nog heel wat te doen. We moeten dagelijks en op alle fronten blijven strijden. De 2 spreeksters die straks het woord nemen, zullen het hebben
over twee aspecten die onze speciale aandacht verdienen. De rechten van het kind en het geweld tegen vrouwen. We stellen tevens vast dat niets definitief verworven is. Wat dat betreft is het terrorisme in twee opzichten een aanzienlijke uitdaging. Enerzijds blijkt uit terrorisme per definitie onverdraagzaamheid, geslotenheid en minachting voor de mensenrechten. De bestrijding van terrorisme doet echter ook specifieke problemen rijzen van inachtneming van de mensenrechten. Door veiligheid boven vrijheid te stellen, dreigt men enkele van de meest fundamentele mensenrechten uit te hollen, zoals het absolute verbod op foltering en de rechten van de verdediging. Enfin, le combat pour les droits de l'homme doit aussi être un combat de lutte contre la misère et la pauvreté dans le monde. Force est de constater que les progrès en matière de mise en œuvre des droits économiques et sociaux entérinés dans la Déclaration universelle sont restés nettement en deçà des réalisations dans le domaine des droits civils et politiques, ce que les pays occidentaux se voient d'ailleurs souvent reprocher par le reste du monde. Cet échec tient au fait que les mécanismes de contrôle institués pour ces droits sont beaucoup moins stricts, mais aussi au fait que la capacité de faire respecter ces droits dépend en partie des ressources économiques disponibles. À ce propos, on peut noter que la Déclaration universelle des droits de l'homme contient un article 28 qui se lit ainsi: toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. Le sous-développement est une négation constante de ce droit. C'est pourquoi la pleine mise en œuvre des idéaux affirmés dans la déclaration ne peut être dissociée de la réalisation des objectifs de développement du millénaire et même de la lutte contre la dégradation de l'environnement, comme l'affirme le secrétaire général de l'ONU dans son message à l'occasion du 60e anniversaire de la déclaration que nous écouterons dans un instant. En un mot, aux droits dont bénéficie chaque individu en vertu de la déclaration répond le devoir de la solidarité. Voilà les quelques réflexions que je voudrais vous livrer pour introduire ce débat. Nous écouterons donc maintenant le message de M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU. Je vous remercie. On this Human Rights Day, we also celebrate the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. Drafted amid utter destruction and destitution following the Second World War, the Declaration reflects humanity's aspirations for a future of prosperity, dignity, and peaceful coexistence. Its adoption was a landmark. Today, the Declaration remains a core part of the UN's very identity. The challenges we face today are as daunting as those that confronted the Declaration's drafters. We face a food emergency and a global financial crisis. Humankind's assault on the natural environment continues. There is a political repression in too many countries. And as ever, the most vulnerable continue to be on the front lines of hardship and abuse. The luckiest among us, those who are spared the most negative effects of disaster, poverty, or instability, cannot turn a blind eye. The cascading effects of abuse and indifference can eventually engulf the entire planet. Rights, and especially their violation, must hold the whole world in solidarity. On this Human Rights Day, it is my hope that we will all act on our collective responsibility to uphold the rights enshrined in the Universal Declaration. We can only honor the towering vision of that inspiring document when its principles are fully applied everywhere for everyone. Thank you very much.
geef nu het woord aan professor Marc Bossuit, voorzitter van het Belgisch Grondwettelijk Hof en gewezen voorzitter van de Commissie voor Mensenrechten van de Verenigde Naties. Dank u, meneer de voorzitter. Monseigneur, meneer de voorzitter van de Senaat, meneer de minister, meneer de staatssecretaris, dames en heren senatoren, dames en heren. De universele verklaring is, althans vanuit formeel oogpunt bekeken, een niet bindende tekst. Het is immers een aanbeveling van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en dergelijke aanbevelingen zijn niet juridisch bindend. En toch is zij een van de belangrijkste juridische teksten. Het belang van de universele verklaring ligt hem namelijk hierin dat het een bijzonder gezaghebbende interpretatie geeft aan de juridische verbintenis die de staten zijn aangegaan wanneer ze lid zijn geworden van de Organisatie van de Verenigde Naties om de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te eerbiedigen. Krachtens artikel 56 van het Handvest hebben alle leden van de organisatie er zich namelijk toe verbonden gezamenlijk en afzonderlijk op te treden in samenwerking met de organisatie ter verwezenlijking van de doeleinden vermeld in artikel 38 en onder die doeleinden staat vermeld de universele eerbiediging en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het aangaan van deze verbintenis was een revolutie in het internationaal recht. Omdat traditioneel de wijze waarop een staat privaatpersonen en in het bijzonder zijn eigen burgers behandelde, geen voorwerp was van volkenrechtelijke bemoeienis. Met de uitzondering van wat bekend staat als de minimumstandaard voor vreemdelingen, van de humanitaire interventie en van de minderhedenbescherming tijdens de Volkenbond, waren er voor de Tweede Wereldoorlog slechts weinig volkenrechtelijke regels die privaatpersonen betroffen. Zo bekommerde het internationaal recht zich wel over de wijze waarop krijgsgevangenen, die onderdanen zijn van een andere staat waartegen een oorlog wordt gevoerd, werden behandeld, maar het mishandelen van eigen onderdanen werd niet strijdig geacht met de klassieke regels van het internationaal recht. De relatie staat-burger was dus in hoge mate een louter intern rechtelijke relatie. Beïnvloed evenwel door de ontdekking van de gruwelen van de concentratiekampen, die werden bevrijd tijdens de conferentie van San Francisco, zijn niet-gouvernementele organisaties er niettemin in geslaagd mensenrechtenbepalingen te laten opnemen in het Handvest van de Verenigde Naties. Een onmiddellijk gevolg hiervan is dat de mensenrechten niet langer meer behoren tot de louter interne bevoegdheid van de staten. Zij behoren dus niet meer tot de aangelegenheden die wezenlijk onder de nationale rechtsmacht van een staat vallen. Bijgevolg hebben lidstaten van de Verenigde Naties het recht om andere lidstaten aan te spreken over de wijze waarop zij al dan niet hun verbintenissen aangegaan in het Handvest in zaken mensenrechten nakomen. Het Handvest bevat echter geen definitie, zelfs geen opsomming van die mensenrechten en fundamentele vrijheden die de lidstaten van de Verenigde Naties moeten eerbiedigen. In artikel 68 van het Handvest staat echter dat de Economisch-Sociale Raad commissies instelt, onder meer voor de bevordering van de mensenrechten. En als eerste opdracht werd aan die commissie mensenrechten, die in 1947 werd opgedragen, een internationale verklaring van mensenrechten op te stellen. In 1948 slaagde die commissie erin een ontwerpverklaring op te stellen ten behoeve van de Algemene Vergadering en op 10 december 1948 werd de universele verklaring voor de rechten van de mens te Parijs aangenomen met 48 stemmen voor bij 8 onthoudingen. Er was geen enkele tegenstem. De leden die zich onthielden waren de Oost-Europese landen, de Unie van de Socialistische Sovjetrepublieken, de Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne en de Socialistische Sovjetrepubliek Wit-Rusland, Polen, Tsjechoslowakije en Joegoslavië. Als ook Saoedi-Arabië, dat gekant was tegen de vrijheid om van godsdienst te veranderen, en de Unie van Zuid-Afrika, die van oordeel was dat economisch, sociaal en culturele rechten geen plaats hadden in die verklaring. Op 16 december 1966 werden door de Algemene Vergadering 2 internationale verdragen aangenomen, respectievelijk in zaken burgerrechten en politieke rechten,
en in zaken economisch, sociale en culturele rechten. De universele verklaring is ook de inspiratiebron geweest van regionale mensenrechtenverdragen. En niet in het minst van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, aangenomen te Rome op 4 november 1950 in het kader van de Raad van Europa. Vele bewoordingen van de universele verklaring zijn trouwens letterlijk terug te vinden in zowel het internationaal verdrag in zaken burgerrechten en politieke rechten, als in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De universele verklaring is ook het referentiepunt voor de VN-commissie Mensenrechten, die op 15 maart 2006 werd vervangen door een nieuwe Mensenrechtenraad. Alsook voor al haar subsidiaire organen, procedures en mechanismen die zij naderhand heeft opgezet. Dit is onder meer het geval voor de vertrouwelijke klachtenprocedure die de commissie heeft ontwikkeld, alsook voor de bijzondere procedures die de aandacht vestigen op mensenrechtenschendingen in bepaalde landen, of die de aandacht vragen voor bepaalde types van mensenrechtenschendingen, zoals verdwijningen, standrechtelijke of willekeurige terechtstellingen, folteringen en willekeurige vrijheidsberovingen, om slechts de belangrijkste te vermelden. Ook vele staten hebben zich bij de opname van de mensenrechtenbepalingen in hun nationale grondwetten laten inspireren door de universele verklaring. Ondanks haar formeel niet bindende kracht, is de invloed van de universele verklaring dus onvoorstelbaar groot gebleken. Niet in het minst, ook wat haar inhoud betreft. In tegenstelling tot vroegere klassieke mensenrechtenverklaringen, bevat de universele verklaring immers niet alleen traditionele vrijheidsrechten, die in wezen aan de staten onthoudingsverplichtingen van niet-inmenging opleggen, maar ook economische, sociale en culturele rechten, die een actieve tussenkomst van de staten vereisen. Aldus heeft de universele verklaring het traditionele mensenrechtenconcept als rechten waarvan elke staat onmiddellijk het genot kan verzekeren door de normale werking van zijn gerechtelijke instanties uitgebreid tot rechten die, afhankelijk van de beschikbare middelen, slechts geleidelijk en gedeeltelijk kunnen worden verwezenlijkt. Zodoende heeft de universele verklaring aan het begrip mensenrecht zelf een nieuwe inhoud gegeven. Deze nieuwe inhoud heeft voor gevolg dat niet alle mensenrechten die staan vermeld in de universele verklaring dezelfde juridische kenmerken hebben. Het heeft ertoe geleid dat er 2 afzonderlijke verdragen werden uitgewerkt. Het internationaal verdrag in zaken burgerrechten en politieke rechten en het internationaal verdrag in zaken economisch, sociale en culturele rechten. Met verschillende verplichtingen en met een verschillend toezichtsmechanisme. Ten onrechte wordt wel eens beweerd dat deze tweedeling het gevolg zou zijn van de Koude Oorlog, die toen der tijd de werkzaamheden van de Verenigde Naties beïnvloedde. Maar ook binnen de Raad van Europa, waar er geen Koude Oorlog werd gevoerd, werd er enerzijds op 4 november 1950 een Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens aangenomen en anderzijds op 18 oktober 1961 een Europees Sociaal Handvest met tussen elkaar gelijkaardige verschillen. De universele verklaring is dus niet alleen de basis geweest op het internationale vlak voor het opstellen van talloze mensenrechtenverdragen en voor het instellen van nog talrijke organen, mechanismen en procedures. Ze heeft ook op het nationale vlak de redactie van veel grondwetten en wetten beïnvloed. Ze heeft tenslotte de inhoud van het begrip mensenrechten verruimd. Ik dank u, meneer de voorzitter. Dank u, meneer de voorzitter. Je vais maintenant donner la parole au professeur Hüseyin Erjek, docteur en droit de l'Université de Bruxelles et professeur à l'Université de Bruxelles, qui fit d'ailleurs sa thèse de doctorat sur les droits de l'homme à l'épreuve des circonstances exceptionnelles et qui est titulaire depuis 1986 des chaires de droit public et de protection internationale et européenne des droits de l'homme à la faculté de droit et à l'Institut des études européennes de l'ULB. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monseigneur, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais vous parler de la dynamique que la Déclaration universelle des droits de l'homme a inaugurée dans le système de protection internationale des droits de l'homme. Et pour avoir une idée précise de cette dynamique, il faut garder présent à l'esprit 3 caractéristiques majeures de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration a été conçue à l'origine comme un idéal commun à atteindre, issu du tréfonds
de la conscience universelle après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est une simple résolution de l'Assemblée générale. Or, les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU n'ont en principe pas de force juridiquement contraignante. Deuxième caractéristique de la déclaration. La déclaration reconnaît des droits de l'homme, mais ne les garantit pas. Il n'y a pas de mécanisme de surveillance du respect de la déclaration. Il n'y a aucun mécanisme qui a été institué à cet égard en 1948. Troisième caractéristique sur laquelle le président Bossuet s'est suffisamment appesanti, la déclaration est une déclaration complète qui consacre à la fois des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels. C'était dû à un compromis entre deux blocs qui existaient à l'époque, le bloc soviétique qui était très attaché aux droits économiques, sociaux et culturels, et le bloc occidental qui, lui, défendait les droits civils et politiques. Dès lors, on est en présence d'un catalogue complet de droits de l'homme. La dynamique que la Déclaration universelle des droits de l'homme a insufflée à la protection internationale des droits de l'homme, toujours vers une plus grande efficacité, a suivi trois axes. D'abord, on est passé progressivement de simples déclarations à des traités obligatoires, chaque traité étant doté d'un mécanisme de contrôle plus ou moins contraignant. Deuxième évolution, on a scindé, puisqu'on garantissait les droits de l'homme en des termes obligatoires, on a cru prudent, à tort ou à raison, de scinder les droits économiques, sociaux et culturels d'une part et les droits civils et politiques d'autre part, consacrant chaque catégorie de droits dans des traités différents pour soumettre les droits économiques, sociaux et culturels à des mécanismes de contrôle plus souples que les droits civils et politiques. Une autre évolution, c'est les niveaux de consacration des droits. On a consacré des droits à l'échelon universel, mais aussi au niveau régional. À l'échelon régional, il faut citer la Convention européenne des droits de l'homme, qui a institué le système de protection le plus effectif, le plus évolué au monde, qui est toujours le système le plus perfectionné qui existe dans le monde. Une convention, une cour qui rend des arrêts obligatoires à l'égard des États, et que les États, en général, exécutent fidèlement. Une convention qui est appliquée quotidiennement par les juges nationaux, surtout dans des pays comme la Belgique. Une convention qui s'applique de Lisbonne jusqu'à Vladivostok, plus de 400 millions, demi-milliards d'individus. La Convention européenne des droits de l'homme opère à l'instar d'une constitution pan-européenne. À quoi doit-on cette effectivité de la Convention? Tout simplement, à mon avis, à une étroite communauté de valeurs qui unit les pays européens en termes de droits de l'homme. Sur le continent américain, nous avons un système fort analogue à celui de la Convention européenne des droits de l'homme, le système interaméricain de protection des droits de l'homme. Ces deux systèmes, le système européen et le système interaméricain, ont été directement inspirés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce sont des prolongements de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sur le continent américain, nous avons aussi une Cour interaméricaine des droits de l'homme, mais force est de constater que l'activité de cette Cour, le fonctionnement concret du mécanisme de protection n'est pas aussi efficace que le système européen, même si ce système interaméricain a joué un grand rôle et continue à jouer un grand rôle dans la consolidation de la démocratie sur le continent américain. Il existe à l'échelon africain aussi une charte des droits de l'homme, une Cour des droits de l'homme, mais il est trop tôt pour dresser un bilan sur l'efficacité de ce mécanisme régional de protection des droits de l'homme. Passons maintenant à l'échelon universel. Toujours les prolongements de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comme l'a dit le président Bossuet, on a adopté en 1966 deux pactes très importants, pacte international relatif aux droits civils et politiques et pacte toujours séparé, droits économiques, sociaux et culturels. Le système du pacte international relatif aux droits civils et politiques assure une certaine effectivité, un certain contrôle assez effectif. Ce comité des droits de l'homme, au début, il était assez discret, maintenant, il opère de façon assez effective. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises à l'égard des États.
Il y a eu des décisions concernant la Belgique, il y a eu des recours auprès de ce comité par les citoyens belges. C'est un système qui opère comme un peu concurrent du système de la Convention européenne des droits de l'homme. Et ces décisions sont suivies des faits par les États. Ce système universel des droits de l'homme, consacré dans des traités, de façon générale, a été suivi d'une approche sectorielle, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a commencé, à la fin des années 60, à consacrer des traités à des problèmes spécifiques des droits de l'homme. Je citerai quelques exemples: les conventions sur la protection des droits de la femme, des droits de l'enfant, les conventions sur l'interdiction de la discrimination. Et une dernière évolution majeure, c'est le développement, la dernière décennie, toujours dans le prolongement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'un droit pénal international des droits de l'homme. Quelle est l'approche? Jusqu'alors, jusqu'il y a une dizaine d'années, on essayait de condamner les États. À présent, le droit international va droit au but, donc institue la responsabilité pénale, la possibilité de punir pénalement des individus coupables de violations graves et systématiques des droits de l'homme, c'est-à-dire des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et des actes de génocide. Dans ces trois cas-là, on a institué, il y a une vingtaine d'années, c'était inimaginable qu'on puisse constituer une cour pénale internationale permanente. C'est le cas. Il y a eu le cas de Nuremberg, mais actuellement nous avons une cour pénale internationale permanente qui siège et qui a déjà commencé ses travaux, comme vous le savez. Alors, quel bilan dresser sur la dynamique inaugurée par la déclaration depuis 60 ans? D'abord, et on l'a dit, le président de Decker l'a dit, les droits de l'homme sont devenus une composante essentielle de la politique extérieure des États. Le droit pour chaque État de critiquer les violations des droits de l'homme dans les autres États est en principe incontesté désormais en droit international. Critique, droit de remontrance, droit de formuler des remarques, ce sont des droits qui sont déjà conservés et consacrés par le droit international. Et ce droit est allé plus loin en reconnaissant désormais, je crois qu'on peut considérer que c'est déjà reconnu, la possibilité pour les États, dans des situations exceptionnelles de violations massives et graves des droits de l'homme, d'intervenir dans un pays où ces droits sont menacés par la force armée. En principe, avec une autorisation préalable du Conseil de sécurité de l'ONU. Une dernière évolution, toujours dans le sillage de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la protection des droits des minorités. La protection des droits des minorités est une question qui touche à l'organisation interne intime de l'État, l'organisation constitutionnelle de l'État. Donc c'est un sujet très sensible qui a été, depuis longtemps, considéré comme une question qui relève des affaires intérieures des États. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et nous assistons à l'exercice par les organisations internationales compétentes d'un certain droit de regard et droit de critique à l'égard des États qui traitent les minorités sur le territoire de façon incompatible avec les conventions internationales. Alors, suis-je en train de dresser un bilan en rose de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Sans doute, les 60 dernières années ont-elles connu l'édification d'un important dispositif juridique international. Mais la situation sur le terrain demeure préoccupante. La vigilance est donc de mise. Grâce à l'élan donné par la déclaration, les peuples épris de liberté disposent d'un puissant arsenal juridique pour combattre les violations des droits de l'homme dans le monde. Cet arsenal juridique mérite d'être renforcé davantage. Mais il faut se garder de céder à la tentation légitime d'une générosité excessive. Il arrive de plus en plus souvent qu'on drape sous le vocable de droits de l'homme des objectifs de politique gouvernementale, comme le développement durable, la paix, le développement même de certains secteurs économiques. Pour louables qu'ils soient, ces objectifs doivent être laissés à l'appréciation des élus politiques, au gré des mandats qu'ils reçoivent de leurs électeurs. Ce ne sont pas de véritables droits. Les droits de l'homme sont des prérogatives individuelles dont le respect est assuré au besoin par la contrainte légitime sous le contrôle de juges indépendants. Le constituant belge d'ailleurs, ça n'est bien aperçu
puisqu'il a consacré le développement durable dans la Constitution, non pas sous la forme d'un droit, mais comme un objectif gouvernemental. Sur ce souci de ne pas diluer les droits de l'homme se greffe une autre préoccupation. À force d'exalter les droits de l'individu, il ne faut pas oublier ses devoirs et ses responsabilités de citoyen, devoirs d'ailleurs auxquels la Déclaration universelle des droits de l'homme a remarquablement fait écho en son article 29. Ici aussi, le constituant belge d'ailleurs a fait preuve de clairvoyance lorsqu'il a consacré dans la Constitution les droits économiques sociaux, tout en rappelant les devoirs dont ces droits sont assortis. En guise de conclusion, je m'inspirerai du titre d'un ouvrage du célèbre philosophe du droit américain Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously. Les droits de l'homme doivent être pris au sérieux. Je vous remercie de votre attention. Merci, professor Jack. Ik zal nu het woord geven aan mevrouw Sabine de Bethune, die senatrice is sinds 1995 voor de CD&V-fractie. En de speerpunten van haar politieke actie zijn gelijke kansen, kinderrechten, eerlijke Noord-Zuid verhoudingen. Mevrouw de Bethune is ook lid van de Raad van Beheer van het Belgische UNICEF-comité. U heeft het woord. Monseigneur, voorzitter en beste collega's en genodigden. Op een zekere dag in Likasi, en Likasi is een gemeente bij Lubumbashi in Congo, had zuster Mirjam, en zuster Mirjam is een schooldirectrice op pensioen, een paar schoentjes gegeven aan Louise. En Louise is het dochtertje van een leraar van die school. Het meisje was zeer gelukkig met het geschenk. Maar omdat ze niet gewoon was om schoenen te dragen, hield ze die liever verborgen onder haar matras. En de volgende dag ging Louise naar school, maar als ze 's avonds thuis kwam, groot drama. Want 1 schoentje was verdwenen. En iedereen zocht in alle richtingen, ook bij de buren. En wat vonden ze? Het dochtertje van de buren had tijdens de dag een verkenningstocht in het huis gedaan. Ze had ze had schoenen gevonden. En ook zij was niet gewoon om schoenen te dragen. En ze had het goede idee om van die schoen een pop te maken en die op haar rug te dragen, zoals alle baby's in haar land door de mama's op de rug worden gedragen. En het heeft de ouders die avond natuurlijk eerder wat tijd gevraagd om te bemiddelen, om het schoentje terug te geven en om uit te leggen waarvoor schoentjes eigenlijk dienen en dat het geen poppen zijn. En het verhaal is goed geëindigd. De directrice heeft aan het tweede meisje ook schoentjes gegeven en ze hebben alle 2 een pop gekregen. Het is op het eerste zicht een licht verhaaltje. Maar toen het mij verteld werd, want die directrice is ook mijn vroegere schooldirectrice, vond ik het wel een beklijvend verhaal. Want wie zijn we of welke tijd zijn we als er kinderen zijn die niet weten wat schoenen zijn en niet weten wat poppen zijn. En ik denk dat het daarom goed is dat wanneer wij nu 60 jaar mensenrechten gedenken, dat we ook stilstaan en inzoomen op de rechten van kinderen. En om een andere aanhef te geven, er is deze week een enquête verschenen in Mo, het Vlaamse tijdschrift Mo, waarbij 500 Vlamingen een enquête werd gedaan en werd gepeild naar de organisatie die de mensenrechten het meeste dient. En wie is daar het eerste uitgekomen? Dat is UNICEF met 91% vertrouwen. Professor Bossuet was ook betrokken bij dat onderzoek of bij dat gesprek. En dan vroeg ik me af, maar waarom scoort UNICEF zo hoog? Misschien heeft het te maken met het belang dat wij vandaag aan kinderrechten geven. Of minstens wat leeft in de overtuiging en in de emotie ook van mensen bij ons, in het noorden of in rijke landen vandaag. En
dat brengt mij tot het verhaal van de kinderrechten, dat een heel ander, speciaal hoofdstuk is eigenlijk binnen het Mensenrechtenboek. En de twee eminente sprekers die mij zijn voorafgegaan, hebben daar de nadruk op gelegd. Natuurlijk kunnen kinderen beroep doen op het Universeel Verdrag van de Rechten van de Mens. En ik ben het ook gaan nachecken. Ze kunnen beroep doen op de globaliteit van dat verdrag. Het zijn mensen, volwassenen ook in wording. Maar er zijn een paar artikelen die ook speciaal op kinderen zijn gericht. Je hebt het artikel op bescherming van het gezin, artikel 16. Het artikel 25, het recht voor de moeder en het kind op bijzondere zorg en bijstand. En het artikel 26, het recht op onderwijs. En dat zijn de rechten die in het UVRM zijn opgenomen. Typisch ook rechten in de tijdsgeest van de periode waar dat verdrag geschreven is. Maar in de loop der jaren, en dat is ook de reden waarom de kinderrechten een andere evolutie hebben gekend, zijn de kinderrechten ook maar stapsgewijze tot stand gekomen of gegroeid. En dit heeft te maken met de manier waarop de samenleving in de loop van de geschiedenis met kinderen is omgegaan. Tot het einde van de middeleeuwen werd de visie tegenover kinderen gekenmerkt door een hoge graad van maatschappelijke onverschilligheid. En het had te maken met de hoge kindersterfte. Kinderen moesten eerst overleven en ouders moesten zich beschermen tegen het feit dat kinderen veel kans maakten om op jonge leeftijd gewoon dood te gaan. Later, in de eeuw van de verlichting, de 18e eeuw, werden kinderen ontdekt plots. En als een aparte sociale categorie erkend, en dat ziet men ook in heel veel wetenschappelijke teksten. En gezien als toekomstige volwassenen, dus wezens die moeten beschermd en begeleid worden om goede volwassenen te worden. Het is pas in de 20e eeuw dat men naar kinderen ook op een andere manier is gaan kijken en hen ontdekt heeft ook met hun specificiteit als mensen met eigen rechten en eigen plichten die evolueren in functie van de leeftijd. En het is in die sfeer dat het fameuze kinderrechtenverdrag is getekend in 1989. Volgend jaar zullen we 20 jaar kinderrechtenverdrag kunnen vieren en gedenken. En de essentie van dat verdrag, van de inhoud van dat verdrag, gaat over dat men de kinderrechten globaal wil benaderen. En de experten weten dat men dan spreekt over de 3 P's. Mnemotechnisch, om goed te onthouden wat in het verdrag staat. Protection, provision, participation. Het gaat over de evidente bescherming van kinderen die zwakker zijn, brozer zijn, recht hebben op fysieke, morele integriteit en beschermd moeten worden tegen alle vormen van uitbuiting. Het gaat over provisionrechten, namelijk diensten en voorzieningen voor kinderen die zich moeten kunnen ontwikkelen en gezond moeten kunnen leven. En het gaat over participationrechten, participatiedeelname. Kinderen die ook recht hebben op hun mening, weliswaar binnen de perken. En alle ouders zullen natuurlijk met kennis van zaken daarover kunnen spreken. En ik ben dan ook heel blij, en iedereen weet het, maar het mag toch opnieuw gezegd worden vandaag, dat wij erin geslaagd zijn om de kinderrechten ook op die manier in onze Belgische grondwet in te schrijven. En het is echt het bewijs van een stevig parlementair werk. Collega's, we hebben daar over partijgrenzen heen en over legislatuurgrenzen heen samen aan gewerkt. Ik herinner me in het jaar 2000, wanneer voor het eerst het artikel 22 bis in onze grondwet werd ingelast. En toen ging het alleen over de beschermingsrechten van kinderen. Dat moet u ook situeren in het verlengde van de zaak Dutroux toen, dat we kinderen beter wouden beschermen. Nu, bijna 10 jaar later, zijn we erin geslaagd om dat open te trekken en eigenlijk heel de filosofie van het kinderrechtenverdrag ook binnen onze eigen grondwet in te schrijven. Ik ben even in de literatuur gaan nakijken. De documenten van het Innocenti Research Center, dat ook van UNICEF afhangt. En daaruit blijkt dat een 20-tal landen reeds dezelfde filosofie van kinderrechten in hun grondwet hebben ingeschreven. Veel van die landen hebben een grondwet die ontstaan is na de aanvaarding, na de ondertekening van het kinderrechtenverdrag. Het zijn heel uiteenlopende landen zoals Brazilië, Ecuador, Ethiopië, Finland, Oeganda, Portugal enzovoort. 20 landen die dezelfde filosofie delen. Dat wil zeggen dat veel meer landen nog door hetzelfde proces moeten gaan. Collega's, beste genodigden, natuurlijk een grondwettelijke waarborg is helemaal geen zekerheid dat kinderrechten ook effectief
worden gerealiseerd. En vandaar ook het belang, men heeft mij ook gevraagd de taak van parlementen in de kijker te zetten wat betreft mensenrechten, vooral kinderrechten in dit geval. Vandaar ook het belang van het parlementaire werk, wetgevend, controleren naar de regeringen toe en ook naar de manier waarop de begrotingsmiddelen worden aangewend. En ik heb even teruggeblikt voor ons land naar de manier waarop wij de voorbije 10 jaar die kinderrechten concreet in beleid hebben vertaald of hebben omgezet. Ik maak geen inventaris daarvan, maar gewoon een paar highlights. Het is indrukwekkend als men terugkijkt de voorbije 10 jaar, welk instrumentarium, welke procedures ten voordele van kinderrechten vorm hebben gekregen binnen het Belgisch beleid. En ik ben zeker niet exhaustief, maar ik ga er een paar opsommen. Denk aan de interministeriële conferentie voor de bescherming van de rechten van het kind. De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. Child Focus, iedereen hier bekend. Denk aan Vlaamse gemeenschap en Franstalige gemeenschap die uit een kinderrechtencommissaris kennen met heel veel succes en heel nuttig werk. Denk aan de wetgeving die Vlaanderen heeft geïnitieerd om de kindereffectrapportage te proberen in praktijk om te zetten. Denk ook aan het werk van deze Senaat met de werkgroep Kinderrecht in 2001 en de jaarlijkse rapportageplicht die we aan de regering hebben opgelegd. In 10 jaar tijd heeft het beleid eigenlijk een kanteling gemaakt en tal van nieuwe instrumenten vormgegeven. En in diezelfde periode zijn ook heel veel nieuwe wetten tot stand gekomen die ook de bakens hebben verzet. En ook daar ga ik er maar een paar opsommen. Maar denk aan de wet van 2000 voor een betere strafrechtelijke bescherming van minderjarigen die het slachtoffer zijn van bepaalde misdrijven. Denk aan wat in opvolging van het arrest Bouanmar van het Europees Hof van de Rechten van de Mens is gebeurd, waar men het tijdelijk opsluiten van minderjarigen in gevangenissen heeft afgeschaft. Denk aan de aanpassing van de jeugdbeschermingswet. Aan sinds 1994 de mogelijkheden voor minderjarigen om beter gehoord te worden in procedures. Aan de nieuwe adoptiewet of aan de voogdijregeling voor niet begeleide minderjarige asielzoekers of illegalen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de gemeenschap, voor de gewesten, de onderwijsrechten, de welzijnssector enzovoort, enzovoort. Al die zaken tonen een grotere gevoeligheid voor kinderen in het beleid. En ook vandaag, collega's, het is goed dat de mensen dat weten, staan er heel wat parlementaire initiatieven op de agenda die de leefsituatie van kinderen moeten verbeteren. Ik ga 3 voorbeelden geven van teksten die nu op de parlementaire agenda en op de senaatsagenda staan. Als het gaat over de bescherming van kinderen, dan wil ik verwijzen naar wat vorige week nog is gepubliceerd in The Lancet, het Britse medisch blad, dat aantoont dat in rijke industrielanden 1 kind op 10 wordt mishandeld. En dit interpelleert ons om kindermishandeling, intrafamiliaal geweld beter aan te pakken. De komende weken staat het nieuwe herziene 3e actieplan tegen intrafamiliaal geweld opnieuw op de agenda. En onze regering was vertegenwoordigd in Rio vorige week voor de wereldtop in zaken de strijd tegen mishandeling op kinderen. Denk aan het versterken van de rechtspositie van kinderen in de context van asiel en illegaal verblijf. Onze commissies buigen zich vandaag over een reeks van wetsvoorstellen die in de lijn van het regeerakkoord de situaties tot een minimum willen herleiden waar kinderen met hun ouders in een gesloten centrum zouden worden opgenomen. Daar rond wordt het debat ook vandaag in ons parlement gevoerd. Als het gaat over provisie, over de dienstverlening naar kinderen, dan wil ik 1 actie noemen en die jullie waarschijnlijk allemaal kennen, de actie rond Serafin. Die resulteerde in een wetsvoorstel in de Senaat om alle kinderen die geconfronteerd worden met een levensbedreigende ziekte de mogelijkheid te geven om beroep te doen op een palliatieve equipe die kinderen thuis komt verzorgen. De enige manier of de beste manier omdat ouders en kinderen nog intens zouden kunnen samenleven en dat kinderen ook in een vertrouwde omgeving zouden kunnen verzorgd worden. Ook dit voorstel is in commissie gestemd en komt binnenkort in plenaire. En 1 voorbeeld rond participatie. Collega's, het is nog wachten op maatregelen om de participatie van kinderen te verhogen in procedures die hen aanbelangen. En dan kan ik toch niet nalaten om te verwijzen naar wetteksten die wij hier in de Senaat hebben gestemd in 2002. Het ging over de uitbreiding van het recht van minderjarigen om gehoord te worden.
het recht van minderjarigen om toegang tot de rechter te hebben in bepaalde omstandigheden en ook de verbetering van het systeem van de jeugdadvocaten. Zaken die wij hier hebben besproken, maar die vandaag nog altijd in een nieuwe vorm wet zijn geworden. Er is heel veel werk voor de boeg om ook in Vlaanderen, in België, in Brussel, beter werk te maken van kinderrechten. En tot slot, kinderrechten kennen geen grenzen. Die zijn wereldwijd, moeten die verzekerd worden. En het internationaal verdrag van de rechten van het kind specifieert dat ook uitdrukkelijk. Er zijn 3 artikelen waar men alle landen, ook de rijke landen, oproept tot internationale solidariteit wat kinderen betreft, als het betrekking heeft op kinderen met een handicap, de gezondheidszorg voor kinderen en het onderwijs. Dus uitdrukkelijke prioriteiten voor de Noord-Zuid-verhoudingen. Ook punten die heel expliciet in de millenniumdoelstellingen zijn opgenomen. En ook daar heeft ons land een goed juridisch arsenaal ontwikkeld. In 2005 heeft de Senaat de kaderwet voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking geamendeerd en gevraagd dat men die aandacht voor kinderrechten horizontaal zou doorvoeren. Het was in de tijd dat onze voorzitter ook aan het stuur stond van dat beleid, maar de impuls is gezamenlijk genomen over partijgrenzen heen, ook opnieuw, om voor kinderrechten te pleiten. En vandaag moet dit in praktijk worden opgezet en ik denk we gaan daar vandaag niet verder over uitweiden dat het zeker een van de accenten van deze legislatuur mag worden. Ik zou willen besluiten, waarde genodigden, met een citaat van professor Pinheiro, de VN-expert die een uitgebreid rapport heeft geschreven over het wereldwijde geweld op kinderen. En hij zegt, kinderen zijn het moe om telkens te horen dat zij de toekomst zijn. Ze willen dat wij onze beloftes nu waarmaken en willen vandaag beschermd worden tegen geweld. Laat ons daar verder samen werk van maken. Dank u. Dank u, mevrouw de Bethune, voor uw pleidooi voor de kinderrechten. Je voudrais maintenant donner la parole à madame Marie Jacob. Madame Marie Jacob est journaliste. Elle est, je dirais, grand reporter, si je puis dire, dans la mesure où elle s'occupe en permanence de la politique étrangère. Elle a la caractéristique d'avoir travaillé de très nombreuses années aux éditions, au service francophone de Radio Vlaanderen International et aux émissions mondiales de la VRT, avant de devenir journaliste et chargée de reportages internationaux à la RTBF Radio. Madame Jacob a fait des reportages au Tchad, au Soudan, au Liban, en Irak, en Jordanie, en Iran, au Burundi, au Rwanda. Et elle a consacré beaucoup de son temps ces dernières années à la situation dans l'est du Congo, où elle a lancé une opération humanitaire, hôpital de Panzi, pour venir en aide aux femmes qui subissent les violences extrêmes dans cette région du monde. Madame Jacob, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monseigneur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'Honorate, de Bernadette, de Kibibi et de Franck. Tous les 4, je sais qu'ils se réjouiront d'apprendre que leur histoire, mais surtout leur souffrance, ont été l'objet de toute votre attention à l'occasion de ce débat sur les droits de l'homme. Je les ai rencontrés, eux et d'autres, lors d'un reportage dans le Sud Kivu, dans l'Est du Congo, un reportage sur les violences sexuelles faites aux femmes. Alors je dis aux femmes, mais c'est pas correct. Dans l'Est du Congo, les viols et les violences sexuelles sont commis aussi sur des fillettes, sur des bébés, sur des adolescentes, sur des grands-mères qui ont parfois plus de 70 ans. Des violences sexuelles qui frappent aussi, on le sait aujourd'hui, des hommes et des jeunes garçons. Les viols sont commis massivement par tous les groupes armés qui sévissent dans la région, mais aussi par les soldats gouvernementaux. Ils ont atteint dans cette région une telle ampleur qu'ils sont tout simplement en train de déstructurer toute une société. Alors, je vous ai parlé d'Honorate, elle a 5 enfants, elle était institutrice.
Elle a été enlevée par des rebelles hutus-rwandais, ils l'ont emmenée dans la forêt. Elle a été esclave sexuelle pendant 14 mois. Ses dents sont cassées, elle a des cicatrices plein la figure, elle a une douleur permanente dans le bas-ventre. Elle m'a raconté, pendant 14 mois, j'étais la femme de tout le monde et la femme de personne. J'étais battue, violée, j'ai même été ce qu'ils appellent la préférée. Alors la préférée, on la crucifiait, la tête en bas, et on appelait tout le groupe pour assister au spectacle. Et le spectacle, c'était le viol. Ces geôliers appelaient ça le jour de fête. Comme Honorat, on a du mal à comprendre et quand on témoigne de telles horreurs, on se demande parfois s'il faut tout dire ou il faut s'arrêter. On a peur de choquer face à tant de barbarie. Alors, le viol s'accompagne de torture sexuelle avec des armes, avec des bâtons, avec des bouteilles, avec du plastique fondu. J'ai entendu tous ces récits. Honorat veut témoigner, elle veut qu'on sache ce qui se passe dans son pays. On le fait ici pour elle. Quand j'ai rencontré Honorat, elle était réfugiée à Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Elle ne pense pas qu'elle va oser un jour rentrer dans son village. Elle a peur d'être rejetée par son mari et par toute la communauté. Et pourtant, l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit que nul ne sera soumis à la torture, à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Alors, être rejeté par les siens, c'était aussi la crainte de Doris. C'est une des 4 personnes dont je voulais vous parler. Elle avait 17 ans, elle a aussi été esclave sexuelle pendant 2 mois. Elle est tombée enceinte, elle a essayé d'avorter et elle en est morte. Elle est arrivée trop tard à l'hôpital, voyant qu'il ne pouvait rien faire, les médecins ont appelé sa famille. Sa famille, qui avait refusé de l'aider, a aussi refusé de venir à l'hôpital pour accompagner ses derniers moments. Parce qu'au Congo, la majorité des femmes qui sont violées sont rejetées et stigmatisées. Je vous parle aussi de Kibibi. Elle a survécu, mais le groupe qui l'a enlevée a massacré son bébé, il avait 9 mois. Et pourtant, l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme nous dit que tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Alors, j'ai aussi rencontré Bernadette. Elle a 40 ans. Ses 2 filles ont été violées et tuées. Son mari a essayé de s'interposer, alors on l'a tuée, lui aussi. Elle a été détenue pendant 8 mois en forêt, elle aussi, esclave sexuelle. Elle était, elle, violée tous les jours par un groupe de 5 rebelles. Aujourd'hui, elle n'a plus d'appareil génital. Et quand elle raconte son histoire, elle me dit qu'en fait, l'humiliation qu'elle a subie l'a fait autant souffrir que ses blessures physiques. On se rappelle aussi l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme qui nous dit que nul ne sera détenu en esclavage et que l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Voilà. Alors, si le viol est utilisé comme arme de guerre dans de nombreux conflits armés dans l'est du Congo, il atteint des proportions sans doute jamais égalées. Entre 25 et 30 000 viols l'année dernière, selon plusieurs ONG, mais est-ce qu'on connaîtra sans doute seulement un jour le nombre exact des femmes qui ont été victimes de tous ces actes de barbarie? Parce que combien de femmes et de fillettes sont mortes des suites de leurs blessures? On sait qu'elles sont des milliers à vivre dans la brousse et à ne pas pouvoir se rendre dans un centre médical quand elles font l'objet de telles violences. Et puis aussi, que peut-on dire de toutes celles qui, si elles ne mourront pas aujourd'hui, du fait des actes de violence, elles mourront demain ou plus tard parce qu'elles ont aussi elles ont le sida. Leur violeur leur a transmis le sida. Et puis il y a aussi toutes celles qui n'osent pas témoigner. Elles ont peur des représailles dans une région qui continue à être livrée aux bandes armées et où règne non seulement l'insécurité mais aussi l'impunité. Le système judiciaire congolais est pratiquement inexistant. Ses moyens sont limités quand ce n'est pas la corruption qui empêche que justice soit rendue. La loi congolaise punit le viol, mais dans les faits, elle n'est pas appliquée. À part quelques exceptions, les auteurs de viol ne sont pas traduits devant les tribunaux, les droits des victimes sont bafoués.
On ne va même pas parler ici de possibles réparations. Quant aux militants des droits de l'homme qui essayent de dénoncer la situation, ils sont régulièrement menacés, violentés ou assassinés. Face à une telle situation, les individus, les associations qui aident les victimes de violences sexuelles placent aujourd'hui une grande partie de leurs espoirs dans la justice internationale. La CPI, par exemple, la Cour pénale internationale, qui considère les viols, les violences sexuelles, l'esclavage comme des crimes de guerre pendant les conflits armés, comme des crimes contre l'humanité quand ils sont commis de manière systématique. Mais si la CPI est amenée à juger quelques responsables, ce sont les tribunaux congolais qui devront faire l'essentiel du travail. Rappelons aussi que l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme nous dit que tous sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi. Alors, si les auteurs de violences sexuelles étaient punis, s'ils étaient traduits en justice, sans doute hésiteraient-ils à commettre de tels actes de barbarie. Il y a urgence parce que l'impunité a entraîné la banalisation du viol dans l'est du Congo. Le tissu social est en déliquescence, les femmes, mais aussi les hommes, sont en train de perdre leur identité. Franck, dont je vous parlais aussi, c'est une des 4 personnes. Franck est congolais, il milite pour que cessent les violences faites aux femmes. Comment, me disait-il, comment veux-tu qu'un père qui est censé protéger ses enfants, mais qui doit assister impuissant au viol de sa fille, puisse encore lui dire « Ne crains rien, je suis là, tu peux compter sur moi, je vais te protéger ». C'est impossible. C'est toute la structure, c'est la cohésion familiale qui disparaît. Et la femme congolaise, la maman, celle qui élève les enfants, qui va chercher du bois, qui va chercher de l'eau, qui cultive les champs, quand tu la détruis, me dit Franck, tu détruis non seulement sa famille, mais aussi toute la communauté. Ici, plus rien n'a de valeur. Dans l'est du Congo, les femmes aujourd'hui n'osent plus aller aux champs pour les cultiver parce qu'elles ont peur d'être violées, elles n'osent plus aller en forêt chercher du bois, et les fillettes n'osent plus aller à l'école de peur d'être enlevées. Et pourtant, l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit que toute personne a droit au travail, l'article 25 que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et celle de sa famille, et l'article 26 nous dit que chacun et chacune a droit à l'enseignement, à l'éducation. Alors, que faire? Le journaliste en reportage est là pour témoigner, mais aussi pour expliquer, du moins quand c'est possible d'expliquer. Quand nous sommes rentrés du Sud Kivu, j'avais le sentiment qu'il fallait faire plus. Ce sont les auditeurs de la RTBF qui finalement nous en ont donné l'occasion en réagissant. Ils voulaient aider les femmes que nous avions rencontrées. Alors, j'ai téléphoné à l'hôpital Panzi de Bukavu. C'est un hôpital qui soigne les victimes des violences, qui répare les corps des femmes mutilées. Ils nous ont demandé de leur envoyer des produits d'hygiène, des produits pour désinfecter, des produits pour que les femmes puissent se laver et d'autres choses. Alors, avec le soutien de celui qui était à l'époque ministre de la Coopération et qui préside aujourd'hui cette assemblée, M. De Decker, on a mis en place une opération humanitaire. 5 tonnes d'aide sont ainsi parvenues aux femmes de Panzi. Mon collègue Michel Vizard et moi-même sommes sortis là de notre rôle de journaliste devant l'urgence de la situation. Chaque femme a reçu son colis, savon, paille, casserole, de quoi vivre sans doute un tout petit peu mieux en attendant l'opération qui soulagera ou pas les dégâts physiques et psychologiques commis par les auteurs de violences. Mais cette aide-là et toutes les autres, parce qu'il y en a pas mal, elles ne font que panser les plaies. Ce qu'il faut aujourd'hui, et sans doute aujourd'hui plus que jamais, parce que la situation s'aggrave de jour en jour, c'est s'attaquer aux causes. Il faut que s'arrête cette guerre dans l'est du Congo. C'est l'insécurité qui donne aux groupes armés, aux bandits, l'occasion de se livrer aux pires exactions, l'occasion aussi d'occuper toutes les terres qu'ils pillent. La population du Congo est à genoux. Au Nord Kivu, où nous étions le mois dernier, des milliers de personnes fuient les combats entre l'armée et les rebelles. Les civils ont quitté leur village, ils manquent de nourriture, ils meurent par les violences, ils meurent à cause de maladies. Nous sommes ici
parce que nous sommes tous concernés par les droits de l'homme. Et ces droits-là, ces droits fondamentaux, ce sont aussi ceux de tous les civils, de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants, de toutes les victimes innocentes de la guerre dans l'Est de la RDC. Et là, comme ici et comme ailleurs, tous ces droits doivent enfin être respectés. Et on ne peut pas ignorer que toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et international un ordre tel que les droits et les libertés énoncés dans la déclaration puissent y trouver plein effet. Voilà ce que dit aussi l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous remercie. Merci Madame Jacob pour votre terrible témoignage qui démontre qu'il y a un long chemin encore à parcourir entre le droit et le respect du droit. Et j'espère que notre réunion aura contribué à convaincre encore davantage le gouvernement, du bien fondé de la volonté du gouvernement belge d'intervenir militairement et humanitairement dans l'Est du Congo. La responsabilité de protéger concerne le gouvernement congolais, mais lorsqu'un gouvernement congolais ne réalise pas cette obligation légale, c'est à la communauté internationale, sur base de ce droit de l'ONU, c'est à la communauté internationale d'intervenir et j'espère qu'elle va le faire. Mag ik nu de eerste voorzitter van de Senaat, meneer Hugo van den Bergen, uitnodigen met meneer Mahou, voorzitter van de PS-fractie, om het debat die nu zal komen te voorzitten. Puis-je inviter monsieur Van den Berg, qui est premier président, vice-président du Sénat, ancien membre de la Commission européenne des droits de l'homme à Strasbourg de 1984 à 1990, et monsieur Mahou, qui est au-delà de sa fonction sénatoriale, médecin et qui a fait sa première mission humanitaire à Beyrouth avec le Croissant Rouge en 1979 et qui a continué depuis lors avec Médecins sans frontières ou Oxfam à intervenir dans des lieux particulièrement chauds de la planète, de bien vouloir maintenant présider le débat. Je vous remercie. Monseigneur, voorzitter, geachte collega's, het debat kan natuurlijk verschillende vormen aannemen, maar als ik de diverse tussenkomsten van hoge kwaliteit goed heb beluisterd, dan zie ik toch enkele punten waar wellicht de aanwezigen iets wensen over te zeggen, of in ieder geval onze sprekers. En dat is op de eerste plaats bij een viering van 60-jarig bestaan van de verklaring, of men de belangrijkste doelstelling van de verklaring, namelijk het universeel karakter van de mensenrechten, of men dat vandaag kan handhaven. En hoe men dat invult als men rekening houdt met de diverse opvattingen die daarover bestaan. En die natuurlijk dan ook gevolgen hebben op het concrete punt, voorzitter, dat u na de laatste uiteenzetting ook hebt onderlijnd, namelijk het interventierecht van de internationale gemeenschap om de mensenrechten te handhaven, wanneer daarover een betwisting zou bestaan over het universeel karakter. Ik denk dat dit punt in het debat aan de orde kan komen. Natuurlijk ook het tweede punt waar professor-voorzitter Mark Bossuit heeft onderlijnd, namelijk de effectisering van de aanbeveling op internationaal vlak en de vergelijking met het Europees Verdrag Mensenrechten. Ik denk dat dit twee punten zijn die we onder ogen kunnen nemen, maar collega Mahou heeft ongetwijfeld ook vanuit zijn praktische ervaring daaraan enkele punten toe te voegen. Monseigneur, Monsieur le Président,
Chers collègues, mesdames, messieurs, c'est vrai que nous allons tout de suite vous passer la parole. Je voudrais peut-être souligner simplement, dans les interventions que je viens d'entendre, d'abord que tout le monde a souligné, évidemment, et parfois de manière tragique, que les droits de l'homme, c'est d'abord un combat. La deuxième chose, c'est que cette distinction entre les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux pourrait aboutir peut-être, à partir du moment où on applique aux droits économiques et sociaux une certaine souplesse dans leur réalisation, peut-être quand même parfois un certain endormissement, un certain assouplissement par rapport à la volonté de les voir concrétisés. Et la troisième remarque, je pense que l'intervention de Mme Jacobs à cet égard est évidemment totalement éclairante, de manière tragique, c'est que, quel que soit le texte sur lequel on s'appuie pour voir appliquer les droits de l'homme en tout état de cause, on constate de manière directe sur le terrain quand ils ne sont pas appliqués. Et que c'est souvent en constatant qu'ils ne sont pas appliqués qu'on peut voir combien les textes sont importants. Après tout, est-ce que c'est en fonction des droits économiques et sociaux ou des droits civils et politiques, finalement, qu'on s'indigne et qu'on doit poursuivre, qu'on s'indigne des exactions et qu'on doit poursuivre les auteurs? Après tout, peut-être que ça n'a pas une importance fondamentale et que c'est surtout empêcher, évidemment, que ces droits ne soient pas respectés, que c'est ça le but à atteindre. Il n'empêche en tout cas que le fait que les droits existent sur un plan juridique permet certainement de lutter contre l'impunité, ce qui est aussi évidemment un élément tout à fait fondamental. Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, mesdames, messieurs, nous allons avec le président Van den Berg et moi-même vous passer la parole quand vous la demanderez. Madame de Freyne. Oui, messieurs les présidents, je voudrais évidemment remercier l'organisation de ce, faut-il dire, colloque, de cette réunion tellement importante. J'ai eu l'occasion de participer le mois dernier à un colloque organisé par l'Union interparlementaire que Madame de Béthune préside ici pour notre Parlement à Genève. Et lors de ce colloque, j'ai constaté à quel point les parlements nationaux étaient impliqués dans le contrôle du respect des droits de l'homme. Et à travers un certain nombre de contacts que j'ai pu nouer, j'ai constaté que nombre d'États, tant de l'Union européenne que membres de l'ONU, se sont dotés d'une commission parlementaire spécifiquement attachée et dédiée à une tâche de contrôle et de respect des droits de l'homme. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a une double commission à la fois centrée sur les problèmes externes, internationaux, mais aussi sur les problèmes internes. Et je pense que peut-être c'est un manque, voire une lacune au sein de notre Parlement fédéral. Et je crois qu'il serait vraiment indispensable, et Monsieur le Président de Decker y a fait allusion dans son allocution, que notre Haute Assemblée, chambre de réflexion et chambre spécialisée dans ce type de problèmes et d'analyse et d'approche, pourrait, avec fruit, avec succès, avec profit, se doter d'un comité de suivi ou d'une commission permanente, c'est selon la forme que notre Assemblée décidera, qui traiterait spécifiquement de ces problèmes liés aux droits de l'homme. À présent, c'est à la fois la Commission des relations extérieures et la Commission de la justice qui, au gré des dossiers qui se posent, ont normalement cette tâche, mais force est de constater que ces commissions sont débordées, ont évidemment de multiples fonctions et que cette approche des droits de l'homme est souvent mise de côté. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est en fonction des agendas chargés de cette commission
que lorsque nous étudions une proposition ou un projet de loi, nous n'avons pas ce réflexe de voir sa conformité, ne serait-ce que par exemple à la Convention européenne des droits de l'homme. Peut-être M. Vandenberg, lui, a-t-il cette sensibilité plus aiguë que d'autres, mais ce n'est pas une approche systématique. D'autre part, notre pays a été condamné à de nombreuses reprises par la Cour européenne des droits de l'homme et n'est pas nécessairement un phare et un modèle, ce qui peut surprendre pour une démocratie européenne en matière de droits de l'homme. Et donc il y a tout un suivi à avoir par rapport à ces condamnations. Hier, nous avons aussi, nous étions plusieurs à visiter la prison de Forêt. Je pense que mes collègues qui étaient présents avec moi ont eu cette impression terrible. Je pense que nous sommes en plein, je n'ai pas peur de le dire, en plein scandale, en plein manque de dignité, parce que nous avons vu des conditions de détention absolument innommables. 3 personnes par cellule, des 23 heures sur 24, des matelas déchirés, des seaux hygiéniques avec un paravent dans un coin de cellule, 2 douches par semaine et une alimentation à concurrence de 3 € par jour, ce qui implique que, par exemple, là où il y a 600 détenus, 500 repas sont servis. Alors, je crois que nous ne pouvons pas nous enorgueillir d'être toujours un modèle. Et je pense que ça enrichirait notre Assemblée de mettre sur pied une telle commission. Et je suis persuadée que tous les démocrates de ce Parlement auront à cœur de souscrire à cette demande et de mettre sur pied cette commission. Je vous remercie. Voorzitter Luc van den Brande, fractieleider van de belangrijkste fractie in de Raad van Europa. Voorzitters, mensenrechten zijn individuele rechten. Democratie kan men beschouwen als een collectief recht gesteund op waarden. Dat betekent dus, ook al is een democratie niet volkomen, dat de effectiviteit naar de individuele mensenrechten moet gewaarborgd worden. En binnen het kader van de 60-jarige verjaardag is het natuurlijk een belangrijk punt naar wat men zou kunnen noemen de afdwingbaarheid. En ik denk dat de complementariteit en de afdwingbaarheid met betrekking tot het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het Hof van Straatsburg niet alleen een complement is, maar een verdieping, ja, een versterking van datgene wat de universele verklaring is. Ik wou u het volgende punt voorleggen, met name dat op dit ogenblik zijn er 92.000 zaken hangende voor het Hof van de Mensenrechten in Straatsburg. Men kan zich dus de vraag stellen naar de effectiviteit van de reële bescherming. En er zijn bepaalde stemmen die opgaan waar ik het niet mee eens ben, om dit unieke, mag ik zeggen, individuele verhaal slecht. U hebt daarnet gewezen op de evolutie waar staten konden worden of worden aangesproken, dat is één zaak, maar dat je natuurlijk ook de persoonlijke rechten moet kunnen effectief maken. En dus de oplossing van dit probleem ligt dan volgens sommigen om af te stappen van dit individuele recht. Ik denk dat dit een vergissing zou zijn. Maar aan de andere kant, als collega de Frenge heeft aangehaald om te zeggen, misschien moeten we zelf nadenken, parlementair, om een eigen commissie of een groep of wat dan ook op te richten, is het toch een punt dat niet om het basisrecht te dilueren en te verminderen, maar dat ook elk van de lidstaten de plicht hebben om absoluut te zorgen voor de nodige rechtsbescherming naar de mensenrechten en dat er dus een grote verantwoordelijkheid ligt bij de lidstaten zelf om te contribueren en bij te dragen en als het ware preventief te werken om niet alleen de achterstand weg te nemen, want we staan hier voor een enorm probleem van effectiviteit en waar onder meer door de niet-goedkeuring van het protocol 14 door de Russische Federatie, waar niet alleen daar de verantwoordelijkheid moet gelegd worden, maar het is mijn absolute overtuiging dat de lidstaten zelf een grote rol te spelen hebben en niet gemakkelijkheidshalve eigenlijk de zaak
en paradoxaal genoeg afschuiven op in dit geval het Hof van de Mensenrechten. En dit in het kader uiteraard van datgene wat ons nu allemaal in gedachten legt, namelijk de 60-jarige verklaring. En ik had graag daar de mening over gehad van de panelleden. Madame, vous avez demandé la parole. Montserrat Carreras, je travaille à Amnesty International. Alors, je voudrais faire des commentaires sur deux discours qui m'ont beaucoup interpellée, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur deux éléments que vous avez cités dans votre intervention. Vous avez parlé de l'importance pour la Belgique, enfin vous avez parlé de l'importance tout court d'ailleurs, des mécanismes de suivi des différents traités qui ont été mis sur pied. Je pense par exemple au comité contre la torture, puisque récemment maintenant la Belgique a dû venir présenter son rapport. Eh bien, j'ai trouvé que votre idée d'associer le Parlement, que le Parlement s'intéresse à cette question, que le Sénat plus particulièrement joue un rôle à ce niveau-là, me semble extrêmement intéressante parce que ça permettrait de décloisonner et de faire en sorte que ces textes, on puisse leur donner vie, pas seulement dans les ministères, mais également, effectivement, comme représentants élus de la nation. Deuxièmement, vous avez parlé des faits terroristes qui sont la négation même de l'individu, de la dignité de l'être humain. Et en même temps, vous constatez que les lois qui veulent lutter contre le terrorisme se trouvent elles aussi souvent confrontées à des restrictions et à des difficultés en matière de respect des libertés fondamentales. Et à cet égard, je voudrais me réjouir du fait que le 19 décembre prochain se tiendra ici, enfin à la Maison des parlementaires, une journée d'études et d'évaluation sur les lois antiterroristes en Belgique. Je pense que c'est une excellente initiative. Permettez-moi aussi de revenir peut-être sur l'intervention de Madame Jacob. En même temps que l'Union européenne décline l'invitation, si vous le permettez, de prendre position et de venir et intervenir pour pouvoir soutenir les victimes, la population civile dans l'Est du Congo, l'Union européenne décide et interviendra pour lutter contre la piraterie en Somalie. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute que ce n'est pas bien les actes de piraterie, ça c'est très clair. Mais on ne peut pas rester, on en tombe les bras ballants de se dire qu'en même temps on a la possibilité d'avoir des porte-avions pour lutter contre les actes de piraterie et on ne sait pas intervenir pour sauver des millions de vies humaines. Il y a 5 millions de personnes qui sont mortes pour le moment dans l'Est du Congo. En même temps, on adopte des mesures pour renforcer aussi au niveau de l'Union européenne, on va renforcer toutes les mesures contre le régime du Zimbabwe de M. Mugabe. Indiscutablement, le régime de M. Mugabe n'est pas bon. Et indiscutablement, c'est bon de renforcer les sanctions à son égard. Mais comment ça se fait que nous, ici, on ne sait pas trouver un système pour renforcer et pour geler les avoirs, etc., d'une série de personnes qui sont indiscutablement impliqués et qui ont des liens avec la Belgique ou des liens avec l'Union européenne et qui sont impliqués dans les massacres à l'heure actuelle au niveau de l'Est du Congo. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le problème de l'impunité. Alors, c'est vrai que la Cour pénale ne pourra pas tout juger. C'est vrai que la Cour pénale, c'est une avancée extraordinaire, mais elle ne pourra pas résoudre tous les problèmes. La Cour pénale est basée sur la complémentarité. Alors, le Congo est en première ligne, c'est lui d'abord qui doit juger et qui doit assurer d'ailleurs la protection de ses citoyens. Mais en même temps, nous avons aussi un dispositif en Belgique qui permet aussi, et puis des conventions internationales aussi, nous permettent d'intervenir pour juger sur notre territoire des personnes responsables des crimes les plus graves tels qu'on les retrouve définis dans les statuts de Rome. Je vous remercie. Monsieur Del Perret, puis... Monsieur le Président Bossuet l'a dit dès ses premiers mots, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, et il a ajouté sans valeur contraignante. Et le professeur Herjek, a poursuivi en disant mais ce document sans valeur contraignante a donné lieu par la suite à un processus de développement
d'un ensemble d'instruments juridiques nationaux, internationaux, très importants dans le domaine des droits de l'homme. Et je dirais que la Belgique en sait quelque chose, avec l'article 10, égalité des hommes et des femmes, avec l'article 22 bis, les droits de l'enfant, 23, les droits économiques, sociaux et culturels, 24, n'oublions tout de même pas aussi la liberté de l'enseignement et toute une série d'autres droits. Alors, la situation est tout de même un peu paradoxale parce qu'elle conduit inévitablement à la multiplication des catalogues. Le mot a été utilisé. Les catalogues des droits fondamentaux. J'ai la Constitution, j'ai la Convention européenne des droits de l'homme, j'ai la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'ai les pactes des Nations unies, j'ai les instruments spécifiques qui consacrent des droits sectoriels, j'ai aujourd'hui la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ça fait beaucoup de catalogues. Moi, j'aurais voulu interroger les membres du panel sur la manière dont ils conçoivent l'harmonisation de ces instruments. J'ai parfois l'impression que le citoyen belge doit se promener avec une bibliothèque de livres et de conventions pour savoir exactement quels sont ces droits, quels sont les droits qui sont protégés de manière différente, avec des comités du suivi différents, avec des mécanismes de contrôle différents, avec des exceptions différentes, avec des formulations différentes. Qu'est-ce que vous nous proposez pour mettre un peu d'ordre, si je puis dire, dans la matière des droits fondamentaux et éviter peut-être le développement parfois anarchique des instruments juridiques sur ce sujet. Madame Durand a demandé la parole, puis meneer Patard et Madame Zrien. Peut-être, et puis oui, peut-être alors une dernière intervention, et puis nous laisserons peut-être aux membres du panel, évidemment, la possibilité de répondre. Donc, est-ce qu'on pourrait clôturer les interventions peut-être, alors, une ultime, alors, Monsieur Dubié, mais je vous demanderai peut-être de resserrer votre propos, si c'était possible. Voilà, c'est Madame Durand qui a la parole. Merci, Monsieur le Président. Monseigneur, Mesdames, Messieurs, merci d'abord pour cette séance et pour tout ce que nous avons entendu. Je soutiens largement la proposition faite par ma collègue Christine Defraigne sur l'idée d'instituer ici dans notre Sénat un lieu pour transversalement vérifier l'application des droits de l'homme, y compris chez nous. Et vous avez cité notre visite d'hier à la prison de Forêt. Je voudrais simplement ici rappeler à d'autres un autre dossier qui est celui des sans-papiers, qui ici en Belgique amène à du non-droit pour des centaines et des milliers de personnes qui vivent dans le non-droit et sur lequel nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Pour le reste, je voudrais remercier Madame Jacob d'avoir dit les choses aussi clairement, même peut-être aussi crûment. Je pense et j'espère que des témoignages comme ceux-là, et elle parle au nom des 4 personnes dont elle nous a parlé, mais derrière eux de beaucoup d'autres, par, je dirais, le caractère très direct de ces témoignages continuera de faire son chemin à la fois dans nos têtes, mais aussi dans nos actions, parce que je pense que là, au Congo, comme ailleurs, comme en Birmanie, comme on l'a vu par ailleurs au Tibet, comme on le voit dans d'autres coins du monde, des organisations comme Amnesty, la Ligue des droits de l'homme régulièrement nous interpellent. Nous ne pouvons pas non plus rester insensibles à ces questions et nous devons, dans le concert national et international, porter la voix, que ce soit la voix politique, la voix démocratique, mais aussi la voix du droit, la voix de la lutte contre l'impunité. Et en tout cas, merci Amnesty pour tout le travail que vous fournissez. Je trouve que le jour des 60 ans de la Déclaration des droits de l'homme, c'est important aussi de saluer le travail des ONG qui, sur ce terrain aussi, nous interpellent en permanence et parfois, je dirais, nous harcèlent avec raison sur des dossiers que parfois on aurait tendance à oublier ou à classer de côté devant une actualité qui parfois prend le dessus, mais franchement, au regard des drames que vous soulevez en permanence, j'espère aussi que ça prendra sa place. Meneer Patard, ja. Oud-collega Patard. Ja, voorzitters, monseigneur. Mijn naam is Paul Patard. Ik ben voorzitter Vluchtelingenwerk Vlaanderen. En ik ben ook lid van het dagelijks bestuur van de Vlaamse Liga voor Mensenrechten. Het is vanuit die hoedanigheden dat ik hier iets wil naar voren brengen. Ik wil deze vergadering met name erop wijzen dat half november het VN-comité tegen foltering een verslag heeft neergelegd met betrekking tot ons land, na de Belgische overheid te hebben gehoord. En na ook een aantal niet-gouvernementele organisaties te hebben gehoord. Dit is gebeurd in Genève en we kennen intussen de inhoud van dat verslag. Ik zou deze assemblée toch eventjes de aandacht van deze assemblée willen vragen voor een drietal
punten die als struikelstenen werden gekenmerkt door dat VN-comité. En het eerste heeft te maken met de opsluiting, de manier waarop vreemdelingen, meer bepaald illegale vreemdelingen, zogenoemd illegale vreemdelingen, worden opgesloten en uitgewezen. Het VN-comité is op dat stuk zeer kritisch. Betreurt onder meer dat er te weinig controle gebeurt over de manier waarop deze zaken gebeuren. Zij suggereert meer bepaald dat het goed zou zijn mocht er in het soort controlecomité op die opsluitingspraktijken ook meer mensen aanwezig zijn vanuit de niet-gouvernementele organisaties. Het is een suggestie van het VN-comité. Een tweede punt waar het VN-comité toch wel haar bedenkingen heeft over geuit, is het niet bestaan van een Belgische commissie voor de mensenrechten. Ik hoor hier een aantal parlementairen pleiten voor een parlementaire commissie om de mensenrechtenpraktijk op te volgen, maar er bestaat een soort internationale verplichting dat België ook een commissie zou oprichten bestaande uit onafhankelijke deskundigen die de toepassing van VN-verdragen in België op de voet zou volgen. En die met name ook de dialoog tussen de overheid en de niet-gouvernementele organisaties zou organiseren in de schoot van die commissie. De oprichting van de commissie werd ooit vooropgesteld in een regeerverklaring, ik dacht van de vorige regering. Het is mij niet meer zo duidelijk of de huidige regering dit nog in haar programma heeft opgenomen, maar dit is een opgave, dachten wij nog altijd, denken wij nog altijd, voor de overheid van dit land, waar ook volgens het VN-comité toch werk zou moeten worden van gemaakt. En een derde punt sluit aan bij wat mevrouw De Frenje gezegd heeft, dacht ik. Het VN-comité is zeer, zeer bekommerd over de wijze waarop mensen in onze Belgische gevangenissen worden opgesloten. Men vindt het mensonterend te vast te stellen dat in de gevangenissen mensen worden samengebracht in kleine ruimten, waar een minimaal menselijk leven onmogelijk kan worden beleefd. Dit heeft het VN-comité dik in de verf gezet. Ik denk dat dit een oproep is voor alle verantwoordelijken in dit land, om werk van te maken, om op dat stuk tenminste ook in België meer respect te laten uitkomen voor de mensenrechten. Bien. Madame Zien. Monseigneur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, évidemment nous sommes tous particulièrement heureux et heureuses d'être ici et de prendre ce temps, mais je crois que même si on signale que le Parlement est le lieu où l'on parle, je crois que c'est aussi l'endroit où nous devons un peu passer aux actes et pas qu'un petit peu, je crois. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est que nous avons beaucoup parlé aujourd'hui d'atteinte à l'intégrité physique, que ce soit des enfants et des femmes. Je voudrais simplement signaler que le monde de 48 n'est plus le même monde et que les enjeux politiques et socio-économiques ont pris de telles intensités qu'il me semble fondamentaux que la géopolitique internationale et les enjeux économiques soient largement intégrés dans les débats que nous avons aujourd'hui. La Déclaration universelle des droits de l'homme reste d'actualité, mais les défis qui se posent nous amènent aujourd'hui à examiner, je pense, des aspects tout à fait particuliers des engagements que nous devons prendre et que nous prenons au quotidien dans nos conditions et dans nos commissions. Certains d'entre nous ont déjà évoqué le terrorisme international et les obligations que certains se donnent de pouvoir encore plus contrôler les hommes et leurs libertés fondamentales. Mais je pense qu'il est fondamental aussi d'être attentif que dans la déclaration, on dit que détenir des personnes sans inculpation ni jugement pour une durée indéterminée, cautionner ou pratiquer la torture et mettre à mal l'état de droit ne rend pas le monde plus sûr. Je laisse là à votre réflexion. Je pense aussi, et nous le savons tous, que les crises financières et économiques successives, tout comme la crise liée à la souveraineté alimentaire, pose le cadre du respect des droits de l'homme et les répercussions sur les pays pauvres dans ces crises mondiales plongent des milliers de personnes dans le dénuement et là aussi c'est une atteinte fondamentale aux conditions essentielles de la dignité la plus minimale de chacun d'entre nous et je pense que là il nous faut protéger les droits économiques et sociaux avec autant de vigueur que les droits civils et politiques parce que cette déclaration universelle des droits de l'homme procède de deux points fondamentaux, l'universalité et l'indivisibilité des droits humains,
Et si l'on dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit, on dit aussi, et cette indivisibilité me paraît essentielle, que tous les droits, qu'ils soient économiques, sociaux, civils, politiques ou culturels, sont d'importance égale et ne sauraient être hiérarchisés. Alors c'est vrai que nous avons évoqué toute une série de carences majeures des 60 dernières années, les violations massives du droit humanitaire, les civils de plus en plus ciblés dans les conflits armés, les violences envers les femmes et les enfants, et je voudrais parler des enfants soldats, parce que là, effectivement, c'est aussi un de nos combats que nous menons avec Sabine de Béthune et d'autres de mes collègues, mais aussi, s'il vous plaît, les droits économiques et sociaux bafoués pour des millions de personnes qui vivent dans la pauvreté, bien sûr, et aussi les discriminations fondées sur la race, la religion, le genre, l'identité et la préférence sexuelle. En ce qui concerne la Belgique, nous venons d'évoquer la 41e session qui a été tenue à Genève du comité contre la torture. Nous avons visité les prisons belges hier, une prison belge hier. Il est vrai que la surpopulation que nous y avons vue ne nous permet pas aujourd'hui de nous sentir très dignes du respect que nous devrions avoir par rapport à nos engagements en tant que parlementaires. Alors, nous faisons aujourd'hui une rencontre et je pense que nous avons tous à y apporter notre contribution. Je demande simplement que demain, nous en tant que parlementaires et vous en tant que citoyens et bien sûr les membres du panel prennent vraiment leurs responsabilités pour que quand nous retrouvons dans un an le 61e anniversaire, nous n'en soyons pas seulement au terme des constats une fois de plus, mais que nous ayons au moins progressé. Merci. Monsieur Dubié, et puis... Merci, messieurs les présidents. Je voudrais brièvement m'adresser à Madame Jacob. Madame Jacob, avant de devenir sénateur, il y a 9 ans de cela, pendant 20 ans, j'ai fait le même métier que vous. Moi, je travaillais pour la télévision, vous par la radio, à la RTBF. Comme vous, j'ai vu des choses abominables au Congo, mais aussi au Sierra Leone et au Libéria, au Bangladesh, en Somalie, en Éthiopie et ailleurs. Vous avez bien fait de témoigner ce que vous avez fait, comme vous l'avez fait avec beaucoup de retenue et beaucoup d'émotion, parce que les gens doivent savoir que les premiers qui pleurent et qui se révoltent sur place, ce sont ceux qui voient ces images et qui la rapportent aux autres. Mais je voudrais dire aussi que mon sentiment, au cours de toutes ces années, où effectivement ces reportages ont servi d'abord à informer, mais aussi à faire réagir, j'ai senti quand même progressivement s'installer ce qu'on pourrait appeler une fatigue de l'opinion publique vis-à-vis de ces situations qui reviennent toujours et toujours. Et notamment, on a appelé à un moment donné, et certains ont utilisé le terme de famine fatigue. Et je pense que nous sommes confrontés à ça aujourd'hui, quelle que soit d'ailleurs la qualité, et vraiment je vous apprécie beaucoup pour ce que vous faites, et la manière dont vous le faites, l'intelligence et l'émotion avec lesquelles vous le faites. Mais je pense que nous devons tous réfléchir aujourd'hui à ce sentiment qui malheureusement se répand de plus en plus dans l'opinion publique, un sentiment d'impuissance devant une sorte de fatalité qui revient de plus en plus. Je lisais encore aujourd'hui dans le soir que le responsable de la FAO vient de déclarer que suite à l'augmentation des prix des denrées alimentaires, 75 millions de nouvelles personnes souffrent de la faim, sont sous-alimentées dans le monde aujourd'hui. Donc voilà, je voudrais qu'on réfléchisse à ça. Je voudrais qu'on voit comment faire pour combattre, et je voudrais vous demander si vous avez des idées, mais ça nous concerne tous, pour combattre ce qui de plus en plus semble être une évolution dans l'opinion publique, d'une certaine fatigue, je ne dirais pas une indifférence, mais une sorte d'impuissance, de sentiment d'impuissance par rapport à quelque chose qui n'avance pas, qui ne progresse pas, et qui même dans certains cas s'aggrave. Je vous remercie. Merci, mevrouw, hier op de eerste rij. Vous avez la parole. Oui, ja. vous avez la parole. Oui. En dan, ja. Ja. Ouvrez votre micro. Voilà, c'est bien. Non, c'était fait. Voilà, c'est très bien. Et je crois que la vie de tout être humain a droit, pour son bon développement, d'être élevé par des parents qui s'aiment et qui l'aiment, et ce avec une attention aux autres et à l'autre. Je crois aussi que la personne malade et âgée doit recevoir toute l'attention et en premier lieu dans sa famille et par sa famille. Mais nous devons constater qu'aujourd'hui, la personne âgée est souvent seule. Beaucoup n'ont pas d'enfants, que ce soit volontairement ou involontairement. De plus, avec l'allongement de la vie, beaucoup ont maintenant des enfants aussi très âgés,
qui souvent ne peuvent les visiter. Notre société a un grand et urgent besoin de l'intergénérationnel pour le bon équilibre et la richesse de tous. La personne âgée, surtout dans les homes, ont besoin de dialogue avec les jeunes, mais les jeunes ont un besoin d'écouter le troisième et le quatrième âge pour s'enrichir de la mémoire. L'avenir de notre société a besoin de cela. Il faut aussi que la personne âgée soit non seulement bien nourrie, bien soignée, mais aussi visitée, soit chez elle, soit dans les homes. De plus, je dois constater que bien des cheveux blancs, et même gris, sont choqués de notre problème linguistique. Alors, au nom de la personne âgée, dans ce temps de crise monétaire et économique, je demande à tous les parlementaires qui siègent dans ce palais de la Nation de voter le plus rapidement possible le bilinguisme des services, non pas des personnes, que de chaque côté de notre pays, on puisse écouter, parler et recevoir des papiers dans la langue de l'autre. Cela, je crois, c'est aussi important. Et alors, une fois cette loi votée, je demande que l'on revote dans les 3 communes où les bourgmestres ne sont pas nommés, pour que les bourgmestres convoquent à ce moment-là les personnes dans les 2 langues ou les 3 langues nationales. Goed, mevrouw, u heeft het woord, want men had het u ontnomen terwijl we het gegeven hadden. Ja. Monseigneur, meneer de president, voorzitters, geachte dames en heren, senatoren, concitoyens, concitoyennes. Eigenlijk richt ik mij tot de PPP. Daarom moet men niet direct in paniek schieten en denken dat ik aan een nieuwe revolutionaire beweging denk. Maar wel richt ik mij tot de heren en dames politici, tot de heren en dames van de politie en tot de heren en dames van de pers. Eigenlijk kunnen we de rechten van de universele verklaring van de rechten van de mens herleiden tot 1 woord. En dat is namelijk respect hebben voor elkaar. Respect, dat kennen we vanuit onze klassieke humaniora. Respect komt van respitere. Respitere heeft 2 betekenissen. Dat wil namelijk zeggen terugkijken naar, terugdenken aan, zoals we dat onlangs gedaan hebben op 11 november. Spijtig genoeg was daar een groot gebrek aan aandacht vanwege de jeugd. En dat is alleen te lijden, dat is alleen te wijten aan de verantwoordelijke, namelijk les 68 ans. We mogen misschien Jacques Brel even parafraseren en soms wel zeggen, en ik hoop dat ze het niet echt als een verwijt opnemen, maar les 68 ans sont parfois comme des cochons. In ieder geval, dit even tussen haakjes, we mogen ook nog wel eens even lachen in de Senaat, denk ik. Anders ook, hè? Het is niet, respiture wil niet alleen zeggen terugdenken aan. Terugdenken aan al die slachtoffers van 11 november. Maar het betekent eveneens rekening houden met, en dat is een zeer belangrijk woord. Wij moeten rekening houden met elkaar. En in dit land is dat meer dan ooit noodzakelijk. Wij moeten rekening houden met, en dan denk ik aan de heer die hier gesproken heeft, ik denk ook aan de heer Patard. Wij moeten rekening houden met de meest kwetsbaren uit onze omgeving. Dat zijn in de eerste plaats de kinderen, zoals mevrouw Sabine de Bethune heeft aangehaald. 1 op 10 van de kinderen wordt gefolterd, 1 op 7 van de 10 leeft in armoede. Dat betekent ook een hele omgeving die in armoede leeft. Ik was dan ook erg geschrokken, daar juist bij de infostands, dat daar lijsten liggen met de naam en het e-mailadres. Als men dan weet dat er nog heel wat geen e-mailadres hebben, waaronder ik. Een tweede punt, kwetsbaar zijn ook de bejaarden. En dan hoef ik niet te herhalen wat mijn Franstalige concitoyen heeft genoemd. De bejaarden, waar ook zeer veel aandacht mag naar gaan. We schenken daar al aandacht aan, maar er moet nog zeer veel meer aandacht naar gaan. Want zij hebben de wijsheid. Zij hebben de oorlogen meegemaakt. Zij hebben tekorten gekend. En dat is iets waar wij allemaal moeten mee
rekening houden. Ik denk ook aan de gehandicapten, zowel de fysieke gehandicapten als de psychische gehandicapten, waarmee soms op een onvoorstelbare manier wordt omgegaan. Ik denk dan ook, in aansluiting met wat meneer Patard gezegd heeft, aan gevangenen die in onwaardige omstandigheden leven. Dat kan niet in een land als België, in een beschaafd land, zogezegd. Ik denk ook aan de illegalen, aan de mensen zonder papieren. Toen ik hier vorige week was en Santa Claus met veel bombarie in Brussel werd ingehaald, was ik uiteraard ook als een kind en ik vond het heel grappig. Maar een beetje verder zag ik dan de illegalen onder beplekte matrassen liggen en dan was ik geschandaliseerd en dan dacht ik, wij behoren tot de goeie. Al maar geluk dat wij behoren tot de goede. Ik spreek dus ook voor de rechten in dit land en daarvoor vroeg ik ook uw aandacht als gewone burger. En ik dank u voor uw aandacht. Je vous remercie de votre attention. Merci. Le dernier, laatste tussenkomst. Je vais essayer d'être bref. D'abord, je vous remercie beaucoup de me donner la parole dans ce prestigieux lieu, parce qu'on n'a pas souvent la parole. Je suis militant sans salaire par rapport aux familles, au travail des familles. Donc je rejoins un peu les sensibilités citoyennes. Je travaille dans l'éclatement de famille. Vous savez que dans la Déclaration des droits de l'homme, il est indiqué qu'on doit protéger les familles, parce que c'est un cadre de développement de l'enfant. J'aurais pu vous donner beaucoup d'émotions si je vous avais parlé de ces parents belges naissant d'ici, qui sont mariés et qui, en vertu d'un 223, se retrouvent convoqués devant un juge et doivent quitter leur domicile, abandonner leurs enfants. Pourquoi? Parce que soi-disant que l'entente est perturbée. C'est des situations humaines incroyables. Et des centaines de gens. L'oppression n'est pas physique, l'oppression est psychologique. Ils perdent le contact avec leurs enfants. Ils ne savent plus les élever, ils ne savent plus les voir. Ils ne savent plus comment dénouer le système de la justice. Des mesures provisoires et urgentes sont prises dans l'immédiat et ils sont incapables de jouer le jeu juridique et ça dure des années. Vous savez, quand on parle de ça au niveau de l'État, c'est la raison d'État, c'est interdit, on ne peut pas le faire. Et on le fait au niveau citoyen. Des gens sont victimes de mesures urgentes et provisoires et c'est très difficile de les changer. Ça dure toute la période de la construction des enfants. Donc, les droits de l'homme, c'est l'homme dans son genre humain. Et aujourd'hui, on parle des droits de la femme violentée. Alors si c'est la femme violentée, c'est contre l'homme violent. Et dans tout ça, qui c'est qui casque? Ce sont les enfants qui n'ont plus leur cadre paternel, leur cadre familial. Alors, protéger la famille. Donc le professeur disait qu'il y a toute une dérive de conventions pour défendre l'enfant, pour défendre la femme. Mais pourquoi ne protège-t-on pas les familles? Avant d'arriver aux conséquences négatives et néfastes, protégeons la famille, même dans son éclatement. On l'accompagne dans son éclatement, dans ses déchirures. Papy, là, il n'a pas d'enfant, mais il y a d'autres qui ont des enfants, mais le contact est cassé à cause de toujours de ces histoires de séparation. Et je vous redis encore une dernière fois, nous ne sommes pas du tout entendus. Quand on parle, on est vraiment méprisé. C'est pour ça que je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci. Merci. Ja. Aan alle deelnemers van het panel misschien een korte reactie op het geheel van de tussenkomsten die het geheel van de problematiek natuurlijk heeft omspand. Professor Bossuit, kan u pogen iets daarop te reageren in korte tijd, want het is natuurlijk bijzonder ondankbaar. Ja, voorzitter, ik zal zeker niet ambitie hebben om het geheel van de opmerkingen en de punten die gemaakt zijn te proberen te behandelen. Ik zal mij noodgedwongen beperken tot datgene waar ik denk vanuit een juridische expertise best iets kan over zeggen. En het is eerst de opmerking die gemaakt is door senator Van den Brander over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Er zijn 92.000 wachtende verzoekschriften. Ik denk dat het wel een ernstig probleem is, ja. Het probleem is ontstaan door het feit dat eigenlijk bij het opstellen van deze conventie de bedoeling is geweest van een aantal kernrechten daarvoor een internationaal toezicht in laatste instantie te voorzien. Maar er is de hele evolutie van de rechtspraak van het Hof die dat eigenlijk altijd maar uitbreidt. Het breidt het uit, ik zou zeggen, op het normatieve vlak. Dus
oorspronkelijk alleen maar klassieke burgerrechten en dat wordt via artikel 6 en via artikel 1 van het eerste protocol uitgebreid ook tot sociale rechten. En dat zal zeker het geval zijn als we het 12e protocol erbij nemen met het veralgemeend discriminatieverbod. Dan krijgen we een situatie dat men zelfs voor het grondwettelijk hof alle schendingen van rechten kan aanvechten in Straatsburg en dat wordt dan toch wel wat veel. Plus dat het hof zich soms wel eens gedraagt als een hof van beroep. En soms wel eens gedraagt als een hof van cassatie. En soms wel eens gedraagt als een grondwettelijk hof. En nu ook zelfs zich soms gedraagt als een rechter in Gortgeding. Dat wordt wel een beetje veel voor 47 landen, 800 miljoen inwoners. En dan willen de oplossing brengen voor al deze individuele problemen. Dat wordt wat moeilijk en ik denk dat er pijnlijke keuzes zullen moeten gemaakt worden. Welke die keuzes zijn, ja, daar zal uiteindelijk zo'n de lidstaten moeten over oordelen. Maar dat het op die manier verder zal kunnen gaan, denk ik dat het systeem aan het verdrinken is. En dat we dus absoluut wat reddingsboeien zullen moeten toegooien. De andere vraag was van senator Del Peré. De veelvoud van teksten. Ik moet zeggen, ik ben daar ook geen enthousiaste voorstander van in de zin dat ik dat niet altijd met telkens er een nieuwe tekst bij komt dat met vreugde begroet. Nee. Ik heb daar juist al over het 12e protocol gesproken. Is het rampzalig? Nee, er zijn twee zaken die dat beperken. Enerzijds hebben ze allemaal één gemeenschappelijke inspiratiebron. En dat is de universele verklaring voor de rechten van de mens. Dus ze hebben wel veel gemeen. Er is ook de regel van de meest gunstige tekst die moet primeren. Dus daarmee kan men wel een en ander doen. En u weet ook, om gewoon van het Hof te spreken waarin ik zelf zitting heb, dat het Hof rekening houdt bij zijn interpretatie van de grondwettelijke rechten en vrijheden met de rechten en vrijheden zoals ze gewaarborgd worden door de internationale verdragen waarbij België partij is en dat we dat allemaal wel met elkaar proberen te verzoenen. Maar dat er ook daar een probleem is, kan moeilijk ontkend worden. Ik dank u. Madame Jacob, réaction. Mais peut-être de manière très générale par rapport aux interventions que nous avons entendues. Sur l'impuissance, sans doute, moi je ne me suis jamais vraiment sentie impuissante. Je pense que l'impuissance dont vous parlez, c'est peut-être plutôt la volonté politique qu'on n'a pas ou qu'on a à certains moments. On se sent ou on se dit peut-être impuissant quand il s'agit du Congo. Mais je pense qu'il y a des moments où on peut montrer toute sa puissance. Et par exemple, comme le rappelait Montserrat Carreras, quand on envoie toute une armada dans le golfe d'Aden, et c'est sans doute nécessaire pour essayer de stopper les actes de piraterie, on arrive à se décider assez rapidement. Et je dirais que la question par rapport au Congo, c'est peut-être de savoir est-ce qu'on peut rester et ne rien faire? Est-ce qu'on peut continuer à regarder et à ne rien faire? Alors bien sûr, il y a la mission des Nations Unies qui est sur place, qui essaye d'intervenir quand elle le peut, qui n'a pas les moyens qu'elle devrait avoir ou dont les États qui composent la mission ne se donnent peut-être pas les moyens qu'il faudrait. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi je me dis que si on ne fait pas quelque chose pour le Congo, et on sent très bien comment les choses sont en train de tourner pour le moment, on va se retourner un jour et dire pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait? Ça ne serait pas la première fois, ça nous est déjà arrivé. Alors la force européenne en question, c'est sans doute pas une solution miracle, mais est-ce qu'on en a une autre pour le moment? Est-ce qu'on a une autre solution que celle-là pour le moment? Je pense qu'il faut en tout cas faire en sorte que les massacres s'arrêtent. Il faut qu'on puisse arrêter à un moment donné les responsables. Il y a des systèmes qui ont été pensés, qui ne sont pas appliqués pour un certain nombre de raisons politiques pour le moment, mais je pense que c'est surtout une question de volonté politique. On intervient ailleurs. Bien sûr qu'intervenir au Congo, c'est sans doute une mission dangereuse, là-dessus certainement, mais on intervient dans d'autres pays où les missions sont aussi dangereuses, et on le fait quand même. Alors pourquoi ne le fait-on pas en ce qui concerne le Congo? Je n'ai pas la réponse. Merci. Mevrouw de Witune, heeft u daarbij aansluitend een laatste bedenking? Dank u, voorzitter. Ik zou de mensen willen danken die
de aandacht hebben gevraagd voor bijkomende doelgroepen. U hebt gelijk, meneer, wanneer u het belang benadrukt van het gezin, van de familie. Het is de veiligste plek voor kinderen, maar ook voor volwassenen om in op te groeien of zich gelukkig of goed te voelen. Ook de mensen die gepleit hebben voor de rechten van senioren, van bejaarden. U hebt gelijk, het is een groep die meer respect verdient in onze samenleving en waar we meer en meer kwalitatief aandacht zullen moeten voor hebben de komende jaren. Ik zou willen besluiten, voorzitter, door te zeggen dat dit soort gedachtenwisseling en debat ook op andere momenten zou moeten kunnen dan wanneer we 60 jaar mensenrechten gedenken. En dat het een goed idee is, collega De Frenje, om te zoeken naar een meer structurele manier om dit te behandelen. Ik zal mij niet uitspreken over de manier waarop, laten we ons rustig bekijken. Maar ik herinner mij hoe de werkgroep kinderrechten in de Senaat heeft gewerkt, begin juist na het jaar 2000, een eindverslag heeft gemaakt en hoe daar een bijzondere dynamiek vanuit is gekomen om opdrachten te geven naar de verschillende beleidsniveaus toe en ook naar de verschillende commissies toe concrete voorstellen heeft geformuleerd. En dit zou kunnen opgevangen worden, die functie, door een structureel mechanisme en aan de Senaat ook een speciale diepte kunnen geven. Dus laat ons dit punt verder opnemen en op een spoor zetten voor de toekomst. Dank u wel, mevrouw. Professeur Erceg, peut-être pas pour conclure, car il nous reste 60 années devant nous de lutte et de combat pour les droits de l'homme, mais peut-être pour clore notre débat de ce jour. Merci. Je serai très bref. Je crois qu'il y a deux catégories d'interventions. Il y a des interventions qui ont mis l'accent sur la situation désastreuse des droits de l'homme dans le monde et ce sont des violations atroces qui choquent, qui heurtent. Et puis il y a eu des interventions, peut-être la mienne, en tout cas, qui étaient un peu techniques, un peu détachées de la réalité peut-être. Mais je crois que, en matière de droits de l'homme, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a les violations atroces. Et puis, il y a le problème que le professeur Delperret a soulevé, que le ministre Van den Brande a souligné. Ce sont des problèmes peut-être techniques, mais qui sont tout aussi importants, parce que s'il n'y a pas de mécanismes transparents, objectifs, faciles à utiliser pour protéger les droits de l'homme, s'il n'y a pas de procédure solide et simple, eh bien, ces droits de l'homme, même chez nous, ne sont pas garantis. Et donc, si je me limite à l'Europe, nous sommes des chanceux, oui, après avoir entendu tout ce qui a été dit, tout ce qui se passe dans le monde. Nous pouvons nous considérer comme des chanceux, mais tout n'est pas fait chez nous. Il faut encore améliorer, simplifier les procédures, et il faut utiliser notre force morale, parce que nous sommes de solides démocraties, pour aider les peuples démunis dans le monde et qui souffrent. C'est un devoir non seulement juridique, mais moral aussi, moral et juridique. Voilà. Merci, monsieur le professeur. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze plechtigheid. In de krant van gisteravond in Le Monde stond over deze viering een anniversaire mais pas la fête. In ieder geval is de aanbeveling mensenrechten van 60 jaar geleden een acquis. En in de mate dat het een verworvenheid is die zijn invloed heeft gehad en het geheel van onze politieke discussies kan beïnvloeden, is het toch in zekere mate, indien het geen feest is, een belangrijk kompas om een beleid te voeren voor de toekomst. Ik dank monseigneur, ik dank u namens de Senaat dat u eraan gehouden hebt en als senator om op deze plechtigheid aanwezig te zijn en dat u nogmaals uw belangstelling hebt getoond voor de publieke zaken die het hart van onze burgers treffen. En in naam van de voorzitter van de Senaat, als hij toestaat, wijs ik erop dat we nu een receptie hebben om deze belangrijke plechtigheid af te sluiten in de salons van de voorzitter waar u allen op bent uitgenodigd. De vergadering is gekeerd.